Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. On est avec Mosley ce matin dans notre émission. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Rutefalon. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, quoi de neuf? On est en pleine effervescence en attendant le début de la campagne pour le référendum, et tu sais que la campagne va commencer normalement le 6 novembre et il y aura l'élection, du moins le référendum, donc les gens iront voter le 16 novembre. Est-ce que la constitution qui circule là, c'est la dernière version? C'est la version qu'on doit amender? Il semblerait que ça soit la bonne. D'accord. Et que c'est elle qui devra faire l'objet du vote. Parce que les amendements sont terminés là. Oui. Il y a eu le circuit qui a été fait entre les contributions, l'analyse, la mise en place du Conseil constitutionnel national ou du Conseil national constitutionnel, le dépôt du premier jet au président. Le président a transmis aux membres du gouvernement, puis il y a eu la transmission au Parlement qui a été convoqué en assemblée. Comme on dit, en congrès. Le congrès du Parlement a fait des amendements, 801 amendements, et des 801 amendements, le gouvernement a épluché lors du dernier rendez-vous des ministres qu'il y a eu aussi bien à la Pointe de Nika au Vendo. Et lors de ces assises, il y a eu la mise en place de cette constitution, du moins ce projet de constitution finale qui doit être entériné par le référendum. Alors ce matin, on va faire un petit exercice pédagogique. On va parler de constitution en général. Et donc la première question, c'est qu'est-ce qu'une constitution et pourquoi est-elle essentielle dans un pays? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une constitution est un ensemble de règles et de principes fondamentaux qui définissent l'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs d'un État, ainsi que les droits et devoirs des citoyens. Donc, c'est là-dedans qu'on retrouve l'ensemble des devoirs du citoyen, mais aussi ses droits. C'est là-dedans qu'on trouve les différents démembrements en ce qui concerne la gestion de l'État. Donc, si tu veux, l'organigramme même de l'État, de quoi est fait l'État gabonais et quels sont on va dire, les différents aspects de l'exercice des pouvoirs par les différentes entités qui sont contenues dans la Constitution. Comment une Constitution protège-t-elle les droits des citoyens? Tu as d'abord posé une question. Pourquoi une Constitution est-elle essentielle pour un pays? Oui. Il faut savoir que le fait qu'il y ait une Constitution, ça permet à un pays d'avoir un cadre juridique et une organisation de pouvoir. D'accord. C'est la première chose. Ensuite, il y a la protection des droits fondamentaux. Il y a la stabilité politique et sociale et il y a la légitimité du pouvoir et l'état de droit. Parce qu'il faut savoir que ces 5 aspects qui sont normalement dévolus à la Constitution doivent permettre qu'il y ait une stabilité dans la gestion et la gouvernance de l'État ou d'un État de façon générale. Avant d'aller à la prochaine question, on dit souvent que la Constitution, c'est l'acte de naissance d'un État. Donc, on aura un nouvel État. Bon, pas l'acte de naissance, mais la Constitution imprime les ambitions ou les valeurs de l'État. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle Constitution dans un pays, en réalité, c'est pour s'adapter à l'évolution du monde. Vous savez, par exemple, depuis 1959 à aujourd'hui, le Gabon a connu plusieurs modifications constitutionnelles, mais c'était pour s'adapter aux époques. Et c'est pour se donner une vision sur le long terme, mais également réaffirmer son ancrage dans les valeurs qui sont celles des communautés gabonaises et du Gabon de façon générale. Donc à partir de cet instant, ce n'est pas l'acte de naissance, parce que l'acte de naissance tient de la création. Mais c'est beaucoup plus le document sur lequel on dit aux citoyens du Gabon, voilà vos droits, parce que vous avez droit X ou Y, vous avez telle responsabilité, vous avez à faire ceci, et l'État en retour a le devoir de vous accompagner dans ceci, cela, ainsi de suite. Et par la suite, voilà comment, par rapport au mandat électif que les uns et les autres pourraient solliciter auprès de vous, vous avez les différents types de pouvoirs, et chacun des pouvoirs a des missions qui lui sont dévolues pour pouvoir avoir une société organisée, structurée. Donc, c'est exactement ça la Constitution. D'accord. On était à
Constitution, comment elle protège les droits des citoyens? Alors, la Constitution, elle protège les droits des citoyens à travers, on va dire, l'organigramme qui est prévu. Parce que c'est à partir de l'organigramme que réellement on sait quels sont les pouvoirs dévolus, du moins quels sont les différents pouvoirs d'abord. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et l'ensemble de ces pouvoirs recèlent une somme de missions qui doivent garantir à chacun des citoyens qui vivent sur le territoire gabonais de se sentir, on va dire, protégé, libre, mais également de pouvoir penser, du moins d'avoir une idée ou l'espoir de pouvoir grandir dans un pays ou évoluer dans un pays où il n'y a pas de discrimination. Donc, la base, c'est d'abord la différenciation des pouvoirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui crée d'abord la base de la capacité à pouvoir défendre les citoyens. Ensuite, il y a que la Constitution est garantie les droits civils et politiques. La Constitution est garantie les droits économiques, sociaux et culturels. Les droits de la défense. Parce que quand on dit ça, bon, on va essayer d'être un peu pointu. Quand on dit droits civiques et politiques, c'est évidemment la liberté d'expression, la liberté de presse, le droit de vote, la liberté de réunion, droit à la vie privée, à la propriété, droit de construire là, c'est maintenant le droit économique, social et culturel. Vous avez le droit au travail, à la santé, à l'éducation, etc. Le droit à la défense, c'est effectivement l'accès équitable à la justice, la présomption d'innocence, le droit au recours à la justice, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller auprès des autorités judiciaires pour X ou Y situation qui serait peut-être dommageable pour vous ou si vous vous sentez lésé dans le respect de certains de vos droits ou certaines de vos libertés. Donc, ensuite, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette séparation des pouvoirs qui permet aux uns aux autres de bâtir une société autour de laquelle chacun sait quel est son rôle. Et chaque entité constitutionnelle sait que je dois, par exemple, pour l'exécutif, je dis un truc, l'exécutif sait que chaque année, ils doivent, par exemple, formaliser le budget de l'État. Mais ils savent qu'il ne leur revient pas à eux de voter ce budget. Quand je dis exécutif ici, c'est le chef de l'État et le gouvernement. Ils proposent le budget, mais ce n'est pas à eux de voter le budget. Le budget est voté par l'Assemblée. Lorsqu'il y a un détournement, par exemple, du budget, ce n'est pas à l'État, du moins à l'exécutif, pardon, de juger. L'exécutif engage des poursuites, mais il revient à la justice de juger les personnes qui sont plus ou moins, du moins, qui sont l'objet de l'enquête. Donc, à partir de cet instant, chaque pouvoir a une somme de missions qui lui sont dévolues, encore une fois, et ce qui permet de pouvoir défendre clairement les droits des citoyens. D'accord. Alors, comment une constitution est-elle rédigée et qui participe à ce processus? Alors, dans le cas d'espèce ou dans la situation du Gabon, il y a une formule qui est générale. La formule générale, c'est que vous avez, par exemple, une initiative de loi. L'initiative de loi peut revenir à un citoyen, c'est-à-dire vous êtes citoyen gabonais, et vous voulez, je ne sais pas, par exemple, le droit de la validation du mariage coutumier qui fait souvent l'objet de beaucoup de discussions chez nous lorsqu'on en parle. C'est un mariage coutumier puisque vous êtes, pour vous, vous pensez que c'est le meilleur mariage qu'on devrait légaliser, qu'on devrait rendre, on va dire, juridiquement honorable. Eh bien, vous engagez, vous passez à ce qu'on appelle l'initiative des lois, d'une loi. Que vous proposez à votre député de circonscription ou à un député quelconque. Non, on parle de la Constitution, tu ne parles des lois. Non, j'y arrive. Et parce que à partir de là, on peut aussi, même un citoyen peut aller, parce que pour qu'on fasse entrer quelque chose dans la Constitution, il faut que ça parte des gens. Ces gens-là, ça peut être un citoyen, ça peut être l'Assemblée, comme ça peut être le gouvernement. Mais à la fin, c'est le Parlement qui vote la loi. Premièrement, constitution là qu'on va voter le 16 novembre, qu'on va aller au référendum, elle a été rédigée par qui et comment? Bien. La question que tu poses est essentielle. Maintenant, il faut savoir que pour une constitution, pour la rédaction d'une constitution, il y a plusieurs manières. Mais celle qui a été retenue par le Gabon cette année, c'est de pouvoir réunir un conseil constitutionnel.
Ensuite, on a mis en place une constituante. La constituante, évidemment, c'est l'Assemblée qui a réuni les deux chambres du Parlement. Il y a un groupe de personnes. Voilà. Et dans le Conseil constitutionnel, Conseil national constitutionnel, il y a l'État, il y a des techniciens, il y a donc des hauts cadres de l'administration. Vous avez donc, entre autres, des spécialistes des questions de droit qu'on met... Des experts. Voilà, des experts qu'on met ensemble et à qui on donne la mission d'écrire la nouvelle loi. Ensuite, il y a une constituante qui est là pour regarder ce qui a été proposé. Je crois que c'est ce qui a été fait avec le congrès du Parlement. Et ce congrès du Parlement a sorti un certain nombre, comme on l'a dit tout à l'heure, de situations qui méritaient d'être corrigées ou revues ou prises en compte par le gouvernement lorsqu'il sera question de valider la Constitution. Mais il peut aussi arriver qu'on choisisse simplement des techniciens pour écrire la Constitution, donc des experts du droit. Et à ce moment-là, on ne peut avoir que l'avis peut-être du Parlement sur l'écriture, comme on l'a fait tout à l'heure, comme on l'a fait dernièrement. Ensuite, il peut aussi arriver à une situation comme celle qui a été aussi mise en exergue chez nous. C'est-à-dire que vous partez d'un processus qui appelle à des contributions de la part des citoyens. Chacun s'exprime, que ça soit en ligne ou par écrit, c'est ce qu'on a appelé les contributions. Chacun d'entre nous, que ça soit autour des associations ou individuellement, a proposé des aspects qui lui tiennent à cœur pour la rédaction de la Constitution. Et ces contributions ont été prises en compte par le gouvernement qui, au moment de passer à l'écriture de la nouvelle Constitution, a réuni l'ensemble de ces thématiques et a donné le document au Conseil national constitutionnel qui a examiné et a écrit en fonction des attentes qui ont été exprimées. Et le processus, nous le connaissons. On dit qu'il y a des constitutions flexibles et des constitutions rigides. Quelles sont les différences? Alors, la constitution flexible, c'est une constitution qui est ouverte. C'est-à-dire qui peut facilement faire l'objet d'une modification, qui peut facilement intégrer des amendements. Or, en ce qui concerne une constitution rigide, c'est celle dans laquelle on met en place une mécanique qui ne favorise pas une révision, on va dire, facile. C'est-à-dire qu'il y a toute une procédure qu'il faut mettre en place et qui souvent aboutit à la consultation générale qu'est le référendum pour que les modifications qui ont été effectuées soient validées. Et c'est la différence qu'il y a. Donc, il y a une qui a réellement des ambitions d'ouverture, d'adaptation facile, on va dire rapide à l'évolution du monde. C'est par exemple le cas en Angleterre. En Angleterre, c'est très facile de passer à la modification constitutionnelle en fonction de l'évolution de la société. Or, aux États-Unis, c'est compliqué d'arriver à des modifications. Il y a des étapes qu'il faut franchir avant d'arriver à pouvoir faire valider les amendements. Notre constitution qu'on nous propose là, elle est flexible ou bien elle est rigide? Elle devrait être rigide. Non, tu n'as pas lu? Je l'ai lu. Mais, tu sais que ça fait encore l'objet de discussions. On peut lire, il faut encore relire. Parce qu'il y a des termes dont je ne suis pas forcément accoutumier. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux lire, que je ne comprends pas forcément parce que je ne suis pas praticien du droit. Donc il faut que je consulte. Moi, j'ai lu. Mais ce que je vois et ce que je lis, en fonction de ce qui est mis là-dedans, et l'idée de départ qui essaie des militaires de pouvoir doter le Gabon d'une loi fondamentale qui ne soit pas susceptible de modification à souhait ou qui ne soit pas susceptible de répondre aux déshydratants d'un individu, je pense qu'on va beaucoup plus vers une constitution rigide il va falloir aller vers des situations où on va compliquer la mécanique ou le mécanisme de modification de la loi pour arriver à un système où, au final, il y ait toujours une sollicitation de la population pour arriver à modifier la Constitution ou pour valider les modifications qui auraient été faites au niveau des amendements proposés pour la loi. Comment les citoyens peuvent faire valoir leurs droits constitutionnels face à des abus de pouvoir? Alors, dans les pays comme les nôtres, où nous avons un certain nombre d'institutions qui sont là pour garantir, on va dire, les libertés individuelles et fondamentales, lorsque vous êtes citoyen
gabonais, je ramène ça au Gabon, lorsque vous êtes citoyen gabonais, vous avez deux manières de pouvoir vous plaindre du fait que vos droits fondamentaux, vos droits fondamentaux aient été bafoués. Vous avez par exemple la justice, donc les tribunaux. En dernier recours, vous avez la Cour constitutionnelle. Au Gabon constitutionnel, au Gabon, n'importe qui peut aller là-bas. Oui, chaque citoyen peut consulter la Cour constitutionnelle. Et mieux encore, vous avez même le Conseil d'État pour ce qui concerne des situations où vous vous sentez lésé par rapport aux actions de l'administration ou de l'État de façon générale. Donc vous avez les tribunaux, cours de première instance et ainsi de suite, d'accord? Vous avez la Cour constitutionnelle et vous avez le tribunal administratif. Donc c'est autant d'instances aujourd'hui autour desquelles un citoyen peut aller faire valoir ses droits et réclamer justice. Et ils doivent lire le droit en fonction de la loi et de la Constitution. Est-ce qu'il y a des constitutions démocratiques, des constitutions autoritaires? Ça existe. Est-ce que quand on a une constitution, on n'est pas déjà dans la démocratie? Non. On peut être dans la dictature et puis avoir une constitution. Oui. Ah, d'accord. On peut être dans la dictature et puis avoir une constitution. L'objectif d'une constitution, c'est de poser les bases. D'accord. C'est de tracer la vision qu'on a du pays. Maintenant, après, vous pouvez avoir des systèmes où des individus savent très bien qu'il y a la loi, mais ils contournent la loi. Ils contournent la loi par un certain nombre de leviers qu'on peut avoir. Vous savez que, par exemple, dans certains pays, à travers la planète, et même peut-être on l'a vécu ces 20 ou 30 dernières années, où au Gabon, en fonction du contexte politique qui menaçait le pouvoir de celui qui était le détenteur du pouvoir suprême, eh bien, à un moment donné, on passait à la modification de la loi pour lui permettre d'avoir une certaine sérénité. Et là, nous sommes dans des constitutions où il y a une organisation qui est là, mais l'individu qui incarne le pouvoir est antidémocratique. Et à partir de cet instant, on peut appeler cela une constitution autoritaire. Mais dans une constitution démocratique, c'est une constitution où on épuise l'ensemble des mécanismes qui permettent d'arriver à garantir les droits et les libertés de chacun. Mais lorsque vous avez déjà une constitution qui est faite à la mesure d'un individu ou qui est proposée pour faire perdurer un système que tout le monde dénonce, que tout le monde décrit, on est vraisemblablement dans un système autoritaire. Est-ce que tu connais des pays qui ont récemment modifié leur constitution? Oui, il y en a. Vous pouvez avoir par exemple le Zimbabwe. Le Zimbabwe a modifié sa constitution dernièrement pour pouvoir s'adapter à l'environnement à la suite de la mort de Robert Mugabe, qui a quand même régné pendant un bon bout de temps sur le Zimbabwe. Et lorsque Emerson Mnangagwa est arrivé, il a fallu qu'il fasse des réformes économiques, mais également qu'il instaure une volonté d'ouvrir le système en apportant une respiration démocratique. Et ça allait aussi dans le sens de pouvoir attirer des investisseurs. Parce que vous savez que les investisseurs, l'économie a une influence sur le politique. Lorsque vous avez un système fermé, un système rigide, il y a moins de volonté pour les investisseurs à venir chez vous. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, vous pouvez faire Kazakh et puis ils sont là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et ils auront perdu de l'argent. Donc à partir de cet instant, ils ont besoin d'un certain nombre de gages. Et souvent, ces gages-là devraient être inscrits dans la loi, notamment la loi mère qui garantit aux individus un certain nombre de libertés et de droits. Donc, dans la nouvelle constitution, je pense que le mandat du président, c'est 7 ans renouvelable une fois. Oui. Et c'est 7 ans renouvelable une fois. Est-ce qu'on est sûr qu'on n'aura pas le même schéma que Poutine en 2008 avec son Attention, dans le cas du Gabon, c'est... Attention, dans le cas du Gabon... Dans le cas du Gabon, c'est pas dit qu'après 7 ans, il ne peut plus se représenter. C'est juste qu'après 2 mandats, il ne peut pas faire un 3e mandat. Il peut aller faire son repos. S'il a l'âge, il peut revenir. C'est l'aspect consécutif qui est un peu... C'est-à-dire que tu peux pas faire 3 mandats consécutifs. C'est un mandat renouvelable. Après celui-là, tu peux te retirer. Et puis tu viens nous observer un peu et tu reviens. Tu dis, je suis de retour. Voilà. C'est l'exemple que je comprends pourquoi le grand menace. C'est un peu la norme un peu partout dans le monde. Vous allez par exemple aller aux États-Unis, il n'y a pas de limitation de mandat aux États-Unis. Si. Non.
Le mandat aux États-Unis, c'est 2 ans. Non, le mandat aux États-Unis, tu peux faire un mandat, un deuxième, mais tu peux pas faire un troisième. Donc, Mais si tu as fait 2 mandats auparavant et que tu as encore la force, tu peux revenir. C'est la même chose en France. D'accord. Voilà. Donc, à partir de cet instant. Donc, François Hollande peut revenir président. Mais bien sûr, s'il est candidat, il peut revenir. D'ailleurs, qu'il n'a fait qu'un mandat. Voilà. Donc, il y a autant de situations qui font que. Oui, il ne pose pas la question en off. Oui, il peut revenir. Pourquoi tu murmures? Tu as la liberté d'expression. Oui. Pourquoi tu murmures? C'est la fin de la pause. Non, c'est pas la fin. Tu as posé une question. Oui, Mosley, est-ce qu'Ali Bongo peut se représenter aux élections présidentielles? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ali Bongo n'a pas fait un troisième mandat. Donc, à partir de cet instant, les militaires ayant remis la balle au centre, comme on dit souvent, les choses à plat. Maintenant, sauf s'il y a des clauses dans la loi qui interdiraient celui qui a été victime d'un coup d'État de ne pas revenir. Est-ce que c'est dans la Constitution? Non, je ne pense pas. Sinon, ça va être une constitution exclusive. Donc, à partir, ce qu'on recherche, c'est souvent une constitution qui crée l'assentiment général et qui arrive à fédérer les points de vue opposés. Donc, il peut revenir. On ne sait jamais, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que en politique, la constitution, c'est le texte qui régit le fonctionnement d'un État. Un pays sans constitution, c'est comme un pilote sans manuel de pilotage. Tu as les proverbes de François Mitterrand. C'est triste, hein, Mosley. Voilà, un pilote sans manuel de pilotage. Si tu n'as pas de manuel, comment tu sais où tu vas? Or, la constitution détermine l'avenir d'un pays, rassure les populations en leur disant, vous avez la possibilité de vous éduquer, de vous informer, de vous soigner. J'ai le devoir de vous accompagner dans la recherche de l'emploi, de créer les conditions qui permettent votre développement économique, mais également de créer un environnement propice à votre épanouissement et à l'épanouissement de vos familles. À partir de cet instant, vous avez aussi le devoir de me défendre, mais il faut savoir que vous devez élire des gens qui vont pouvoir arriver à nous piloter, nous tous, pour que nous allions de l'avant. C'est pourquoi nous élisons des conseils municipaux, nous faisons l'élection des députés, par ricochet des sénateurs, même si c'est au suffrage indirect. Ensuite, il y a l'élection du chef de l'État, parce qu'il faut avoir un leader dans une nation. Et à partir de cet instant, nous allons vers une inscription qui devrait conduire le pays normalement vers le développement, parce que tout ce qui doit concourir à l'émergence d'un État est déjà contenu dans la loi. Et la loi mère, comme on dit souvent, la loi fondamentale, c'est d'elle que ruissellent toutes les autres lois qu'on peut mettre en place pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une véritable émancipation économique, sociale et politique dans un État et culturel d'ailleurs. D'accord. Merci Mosley avec nous. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.